Aujourd'hui, première émission du Fil Rouge sur un très gros morceau. Le manga fait parler de lui depuis un an sur tous les réseaux sociaux, impossible que vous soyez passé à côté. Il s'agit de Kingdom. Vous êtes bien sur le podcast manga animation japonaise, mais pas que. De case en case sur le premier arc de Kingdom, c'est parti. Bienvenue à l'émission de Case en Case, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga énorme, personnellement mon manga préféré. Il s'agit de Kingdom, et on va aborder dans cette émission les 5 premiers tomes, le premier arc, que j'ai appelé l'arc de la reconquête, concrètement. Et pour cette émission, je vais être accompagné de 2 experts en la matière. Brian, comment tu vas ? Salut, ça va et toi? Bah ça va tranquille. Et la deuxième personne, ce sera Clément, expert aussi en Kingdom, comment ça va ? Salut, écoute, ça va très bien, hein. Bah super. Donc on est parti pour à peu près 45 minutes, 1 heure à blablater autour de Kingdom. Donc si vous connaissez pas Kingdom, vous qui écoutez le podcast, c'est un manga de Yasuhisa Hara qui actuellement a 46 ans et le manga est édité depuis 2006 dans le Weekly Young Jump qui est la version seinen du Weekly Shonen Jump. À savoir que Yasuhisa Hara, avec Kingdom et avec son 26e volume, a gagné le 17e Grand Prix Osamu Tezuka en 2013. Et il fait aussi partie du Guinness des records, juste ça. Hein. Je sais pas si vous voulez en parler un peu les gars, mais c'est tranquille quoi. Pour un petit manga indé. Bah pour le seul manga qu'il a fait, je trouve ça pas mal. Mm. Je trouve ça pas mal. Il faut savoir aussi que l'auteur est très... comment dire ? Il est très réservé, il y a très peu d'interviews de lui sur internet, c'est très très dur d'avoir des informations sur sa vie. Il y a eu à un moment donné deux, trois petites interviews par rapport à un bad buzz qu'il y avait eu par rapport à sa vie perso, on va pas revenir dessus dans cette émission, mais c'est assez dur de trouver des informations sur l'auteur, et c'est pas plus mal, hein, honnêtement, sachant que Kingdoms fait partie régulièrement du top 10 des ventes Oricon au Japon, un peu moins en France parce qu'on va en parler après, mais le manga est arrivé super tard en France. C'est plutôt étonnant d'avoir très peu d'informations sur l'auteur, mais finalement pas plus mal. Enfin, personnellement, je trouve que ça nous évite de trop s'attarder sur sa vie perso, et sûrement quand il aura fini Kingdom, je pense qu'on aura plus d'interviews sur comment est-ce qu'il est amené à faire du dessin, avoir envie de faire Kingdom, etc. Clairement, ouais. Donc je vais laisser, bah tiens Clément, tu vas juste fais-moi un petit briefing de qu'est-ce que c'est que Kingdom, le pitch de l'histoire, sans rentrer évidemment dans les gros spoilers, sachant que, alors pour ceux qui découvrent l'émission, on va commencer par une partie un peu non spoil sur ce qu'on pense de Kingdom, les influences, tout ça, pendant à peu près 10 minutes, et après je vous préviendrai, mais on lancera une partie spoil où on va revenir sur les 5 premiers tomes, donc l'arc, événement par événement. Donc si vous n'avez pas lu le manga et que vous ne voulez pas être spoilé, il faudra donc quitter le podcast à ce moment-là. Et évidemment, si ça ne vous dérange pas d'être spoilé, si vous avez envie de partager l'amour de Kingdom avec nous, vous pourrez rester à ce moment-là. Du coup, ouais, Clément, est-ce que tu peux très rapidement nous présenter un peu ce que c'est que Kingdom ? Et du coup, Kingdom, c'est un manga qui se passe en Chine, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'était à l'époque où la Chine n'était pas encore unifiée. Et on va suivre deux protagonistes, donc Shin et Yu, qui sont de jeunes garçons, deux serviteurs en fait, des esclaves quasiment, qui ont pour objectif, voilà, assez modestement, de devenir de grands généraux sous les cieux, car c'est une époque de guerre où chaque État se bat, on va dire, pour obtenir de plus en plus de territoire. Et on va dire qu'un jour, leur destin va faire qu'ils vont être mêlés à un conflit lié à leur État, et c'est là que leur histoire va commencer. Moi, j'ai une petite question pour vous deux, après ce petit résumé. On va commencer par Brian, mais comment est-ce que vous Dis-moi. avez connu Kingdom ? C'est quoi votre porte d'entrée dans l'œuvre ? Est-ce que c'était un hasard ? Est-ce que c'est une recommandation ? Genre juste raconte-nous un peu comment t'as connu le manga. Alors pour moi, l'anecdote part assez loin en fait. De base, je jouais à un jeu qui s'appelle Epic Seven et sur Twitter, je suivais d'autres personnes qui parlaient d'Epic Seven. Sauf que ces personnes parlaient aussi de Kingdom, ce fameux manga dont on parle aujourd'hui, dont j'en avais jamais entendu parler. Et je me suis dit que pourquoi pas. Puis Meian avait fait un abonnement qui semblait intéressant avec des jolies boîtes. Du coup, je me suis dit, let's go, on va commencer ce manga et c'est comme ça que j'ai connu pour ma part. Ok, ça fait longtemps que tu lis ou c'est assez récent ? J'ai commencé il y a 2 ans pour mon anniversaire, du coup j'ai pris les premiers tomes. Ok. Ouais, donc au moment où Megan a sorti ça en France, en fait.
pile au C'est début. ça. Si je dis pas de bêtises, ils ont sorti ça en 2019. On enregistre cette émission en septembre 2021. Donc si vous nous écoutez du futur, du passé c'est pas possible évidemment. Si vous nous écoutez du futur, vous avez un repère temporel. On est actuellement au tome 60 en France de Kingdom et en scan on doit être au tome 62-63. On parlera pas de ces tomes-là dans cette émission, mais c'est à peu près pour vous resituer. Et du coup, toi Clément, t'as connu comment Kingdom? Bah, moi, de manière un peu plus classique, bah, je me baladais sur YouTube et voilà, je regardais des youtubeurs manga qui ont parlé de l'arrivée de l'œuvre en France. Et un jour, je me baladais dans une librairie et voilà, j'ai vu les 2 premiers tomes qui venaient de sortir. Il me semble que c'était les 2 premiers. Et je me suis dit un peu comme Brian, pourquoi pas? Du coup, je les ai achetés et depuis, bah voilà, quoi, je suis l'œuvre et c'est devenu un de mes mangas préférés, voire mon manga préféré, hein. Vous faites partie des vieux de la vieille tous les deux, parce que moi je l'ai connu qu'il y a même pas un an, à peu près. Enfin, Ah oui? juste avant vers Noël d'avant le premier confinement de 2020. Je me baladais en Ah oui. librairie, j'ai vu ça, et à ce moment-là, je lisais Vinland Saga. Il y avait l'anime de Vinland Saga qui était sorti. J'avais acheté Mhm. tous les tomes à ce moment-là. Et je m'étais dit, putain, il me faut un autre manga historique là. C'est pas possible. Genre, les Vikings, c'est trop bien. Il me faut un autre truc qui parle de l'histoire. Et mon libraire, il m'a dit, bah, il y a un truc qui s'appelle Kingdom. Les tomes sont pas trop chers. Ça parle de Chine. Alors, moi, l'histoire de Chine, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Du coup, j'ai pris les 2 premiers pour tester. Et en 6 mois, j'ai acheté les 54 tomes. Voilà. C'est vrai que ça va vite. Ouais, ça va super vite. Si vous écoutez le podcast et que vous n'avez pas encore acheté Kingdom, sachez que c'est tout ou rien. Soit vous n'allez pas accrocher au début et bah, malheureusement, on peut rien pour vous. Mais si vous commencez à accrocher, on vous prévient maintenant, mais un petit warning, ça va être très très dur de s'arrêter d'acheter des tomes en fait. Enfin, personnellement, j'ai pas réussi à faire des pauses dans ma lecture. Je devais absolument savoir la suite à chaque fois. Bah, pour C'est ma part, c'était pareil. J'ai acheté les 15 premiers tomes en me disant pourquoi pas. Enfin, moi, je suis comme ça, j'achète souvent plein de tomes d'un coup. Et je me suis dit, oh, il va se passer quelque chose par rapport à un certain personnage dont on va parler plus tard. Il me faut la suite. Et sauf que la Bon. suite, c'est que bah, tous les autres tomes qui suivent. c'est un peu l'effet domino, quoi. C'est t'en achètes un, t'en achètes 40. Il y a surtout un arc, on n'en parlera pas ici, mais il y a un moment donné où le truc dure à peu près 10-15 tomes et c'est très 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 dur de ne pas avoir les 15 tomes directs. Je vous préviens, Ouais, carrément. ouais, il y a des passages qui sont assez forts pour ça. D'ailleurs, je trouve que le manga est assez bien découpé au niveau structure, si on peut faire une petite aparté dessus. Je trouve que les arcs sont assez bien découpés. Souvent, tu as un début, une fin, un arc, tout un développement, et tu as l'impression que chaque arc sont liés entre eux, mais enfin, c'est ultra fluide. Un petit peu à la manière Mhm. de. Enfin, je vais pas. On va peut-être pas Bah, extrapoler, mais. à titre de comparaison, je pourrais citer Dragon Ball Z, qui a des bonnes transitions entre les arcs. Ouais. Par l'arc Boo qui a eu le droit à une ellipse avant, mais je trouve que les transitions dans Dragon Ball Z sont parfaites, personnellement. Et je dis que c'est le cas aussi pour Kingdom. Enfin, tout se passe naturellement, c'est fluide, ça se lit tranquillement. Sachant que c'est un manga qui parle exclusivement de guerre, comme l'a dit Clément. Donc on a des très très grosses scènes de baston pendant beaucoup beaucoup de tomes qui suivent. Et en fait, les mini-transitions entre les gros arcs qui représentent donc des batailles, ça va être des transitions politiques en fait. Ça va être des arcs de 1 ou 2 tomes où on va avoir tout le décor politique qui est derrière. Et moi, enfin, personnellement, c'est presque les arcs que je préfère dans Kingdom parce que tu sors d'une action qui est ultra épique, ultra intense. Tu te dis, je vais avoir 2 tomes un petit peu en dessous où il va se passer moins de trucs parce que ça va être politique, ça va être que du jeu de l'esprit, il va pas y avoir beaucoup d'action. Et bah, pas du tout en fait. Les arcs politiques sont incroyables et je trouve qu'on n'a jamais de temps mort dans le manga. Je sais pas ce que t'en penses, Clément, à ce point de vue-là. Ah, bah, carrément, parce que les conflits politiques, euh, enfin, limite, ils sont aussi intenses que les guerres. Enfin, c'est incroyable, je trouve. Parce qu'il faut savoir que, alors c'est au début du premier tome, je vais le prendre juste à côté de moi là. Hara nous dit que tout événement, alors je vais ressortir la phrase, Kingdom est une œuvre de fiction sans aucun rapport avec des événements réellement survenus, ni des personnes ou groupes ayant vraiment existé. Et vous remarquerez que cette petite phrase, eh bien, elle disparaît vers le tome 15-16. Elle n'existe plus. Je pense que c'est par rapport à la structure du récit qu'il a voulu prendre l'auteur. Parce qu'au début, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le manga fait très très shonen. On est très Ouais, loin du shonen de carrément. la suite. Je Mm. suis d'accord avec toi. Après, j'ai pas pu vérifier de mon côté si cette guerre civile dont on parle dès le premier tome a réellement existé ou pas. Je sais pas si c'est pour introduire les personnages de manière logique, mais
Mais c'est vrai que comparé au reste du manga, les 5 premiers tomes dont on va parler ce soir, c'est totalement autre chose. Mhm. Ouais, la plupart du reste du manga parle vraiment de batailles qui ont existé, donc de manière romancée évidemment, hein, c'est pas de la retranscription historique, il y a tout un côté un peu mystique qui apparaîtra plus tard dans le manga, et l'auteur fait un très bon travail sur l'écriture des personnages et du monde et sur la façon dont il romance son histoire. Mais là où c'est très seinen, très dur par la suite, et ça se cache sur des événements réels. Alors sachant que c'est une époque où, bah, finalement comme les Vikings, comme l'Antiquité, et comme plein d'autres moments de l'histoire, on n'a pas beaucoup de traces écrites, malheureusement, parce que c'est des époques qui sont très très lointaines, et à l'époque, beaucoup ne savaient pas écrire, ou alors le langage était vraiment différent de maintenant, et la plupart des écrits ont disparu. Pour prendre un exemple tout con, mais pour Vinland Saga ou pour la série Viking, tous les écrits qui parlent de Ragnar ou de la conquête de l'Amérique par les Vikings, par la conquête avec des grands guillemets, ce sont des écrits qui sont purement fictifs, écrits par les chrétiens, parce qu'il faut savoir que les Vikings ont assiégé un nombre d'églises incalculable. En fait, c'est les chrétiens qui, avant de mourir, écrivaient leur vision des Vikings et ce qu'ils entendaient par rapport à ça. Donc c'est pas spécialement ce qui s'est vraiment passé. On pourra jamais savoir. Et pour le coup, l'histoire de Chine, c'est un petit peu la même chose aussi. Parce qu'il y a des peuples qui ont gagné, des peuples qui ont perdu. Et malheureusement, je pense que l'histoire s'est un peu perdue. Et qu'on peut pas tout savoir. On sait qu'il y a eu certaines grandes guerres. Mais ça s'arrête là. Sûr. J'aimerais qu'on fasse un tout petit point sur l'animé, parce qu'il y a un animé de Kingdom en 3 saisons Ah bon? actuellement. Est-ce que, Il y a est-ce un que anime? Brian, tu peux nous en parler très succinctement pour que vous soyez avertis? Au moins avertir les gens, quoi. Bah, déjà, tu m'as appris quelque chose, je savais pas qu'il y en avait un animé. C'est vrai? Ah. Non. C'est pour la blague. C'est pour la blague. Non, c'est vrai que en soi, l'animé, d'un point de vue narratif, il est bien fait. Faut dire ce qu'il est, il retranscrit assez bien l'histoire, faut dire ce qu'il est. Mais le problème, c'est dans l'adaptation. Enfin, les chara-design, les mouvements des personnages retransmettent rien et du coup, on n'y croit pas. Et ce qui fait que ça ressemble plus à un jeu sur PlayStation 1 qu'un animé qui devrait être l'animé qui représente le manga actuellement. Mm. Je trouve que la saison 3, ils se sont quand même vraiment améliorés sur l'anime. On va pas dire c'est qu'est-ce qui se passe dans la saison 3, mais enfin, perso, je trouve que c'est beaucoup plus propre maintenant. Alors, on est très loin du style très viscéral, il y a beaucoup de berserk, je trouve, dans les influences de Kingdom. On est un peu loin niveau anime parce que bah, c'est de l'art graphique en fait, c'est pas quelque chose qui peut être retranscrit à l'écran en mouvement, ou alors faut vraiment que les mecs ils y passent des heures et des heures. Enfin, le défi, il est trop colossal, mais je trouve qu'ils ont quand même bien amorti la chute des 2 premières saisons. C'est vrai que dans la saison 3, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux, mais même le problème reste le même, c'est que la mise en scène, on n'y croit pas. Personnellement, les coups d'un certain personnage qui possède une lance, pour ne pas citer son nom, enfin, elles paraissent faux. Enfin, j'y crois pas, j'ai l'impression qu'il met des coups de billard. Enfin, j'y crois pas, la mise en scène, elle est pas là mise. Mm. Ouais, c'est sûr. Ouais. Surtout que les combats dans Kingdom, à niveau mise en scène, c'est incroyable parce que parfois il y a des jeux de proportions, il y a des personnages qui ont une taille normale et parfois ils paraissent énormes, on dirait qu'ils font 3 mètres et vraiment chaque coup est extrêmement appuyé au niveau du dessin. Et c'est vrai que pour retranscrire ça dans l'animé, c'est assez compliqué, quoi. Ah bah c'est même quasiment impossible. On n'est pas sur un anime qui traite de magie ou de pouvoir un peu psychique comme. Parce que je vais prendre l'exemple d'un anime qui est super bien animé, c'est Mob Psycho, ou même. Mm. Oui, c'est ça, Mob Psycho 100, ou la série des Fates. Mais même et encore la série des Fates, Ufotable, ils ont fait des. Au niveau combat, je pense que ça peut se rapprocher, mais vu qu'il y a beaucoup d'explosions de fantastique par-dessus, c'est dur. Enfin, eux, ils ont un prétexte à mettre du visuel. Sauf que là, Kingdom, c'est du fer contre du fer. Donc va rajouter un effet visuel par-dessus pour faire exploser l'animation, c'est super compliqué. Enfin, moi, je vois vraiment Mm. pas comment, même un film, je sais pas, enfin, c'est super compliqué de retranscrire la puissance des coups. Franchement, le mieux, si vous avez lu Berserk et que vous vous rendez compte de la puissance des coups de guts, bah, c'est à peu près ça, mais sur 60 tomes. Ouais. Concrètement, c'est ultra puissant et on sent qu'Ara a grandi avec du Berserk. Il y a beaucoup de traits qui sont, comment dire, le trait un peu rotatif qu'il y a dans Berserk. Je sais pas si vous voyez quand il prend sa lame, qu'il la met derrière, il se met à tourner en fait pour mettre un coup parce qu'elle est très très lourde. Bah, je trouve que toute cette déformation de l'image, elle est reprise un peu partout dans Kingdom.
au niveau des... ce que tu as dit juste avant, Clément. C'est vrai que j'ai pas lu Berserk, mais j'ai pu voir quelques planches, et c'est vrai que niveau dessin, on peut comparer ça à Kingdom, ouais. Ouais, il y a des grosses aspirations. Avant de passer à la suite, à la partie review des 5 premiers tomes, un dernier petit point. Si vous deviez, là tout de suite, on sait que Kingdom ça plaît ou ça déplaît, mais si vous deviez trouver des qualités, des défauts à l'œuvre, très rapidement, on va commencer par Brian, pour donner envie de lire et pour mettre un petit warning à ceux qui commencent. Euh, Pourquoi est-ce qu'il faudrait commencer Kingdom, mais quels pourraient être les points faibles qui pourraient effrayer les gens? Alors personnellement, j'ai pas trouvé de point faible, mis à part un personnage, et encore là c'est relatif. Moi, c'est un personnage que j'ai détesté. Elle apparaît pas encore dans les 5 premiers tomes, du coup on va pas en parler là ce soir. Et si je devrais dire qui un point de vue pour lire les mangas, en fait, il y en a plusieurs. Du coup, je vais pas dire quelque chose qui est subjectif parce que ça dépend que de moi, mais par exemple, si vous êtes féru d'histoire, vous connaissez sûrement l'art de la guerre. Et ben, il y a un certain général, j'ai l'impression que tout ce qu'il y a dans l'art de la guerre, c'est inspiré de lui. Enfin, pour vous, vous connaissez Houssen. Vous connaissez pas encore ceux qui écoutent ce podcast, mais Houssen, c'est comme si c'était lui qui avait créé l'art de la guerre de Sang-Soo. Ah ben d'ailleurs, l'art de la guerre de Sang-Soo, qui est le récit initiatique de la période des royaumes combattants sur lesquels se base Kingdom. C'est vrai. Si je dis pas de Mais conneries. d'ailleurs, Houssen, j'ai oublié son vrai nom dans la vraie vie, mais a été plusieurs fois cité dans l'art de la guerre pour l'anecdote. Et Ok. Et toi, du coup, Clément? c'est assez compliqué. Si je devais te donner un défaut, enfin, pour moi, c'est pas un défaut, mais pour certains, ça pourrait l'être, c'est que souvent, pendant les batailles, on va dire qu'il y a beaucoup d'explications militaires sur la stratégie, on va dire, de chaque armée. Et je pense que pour certains, ça peut être déplaisant à lire, mais en tout cas, pour moi, ça l'a pas été. Et une qualité, c'est assez compliqué, mais je dirais l'intensité du récit et le dynamisme. Enfin, dans chaque bataille, il y a un enchaînement d'événements qui fait que on est en haleine pendant la lecture, quoi. On a toujours envie d'en lire plus. Ok. Moi, de mon côté, je pense que quelque chose qui peut rebuter les gens sur les 5 premiers tomes, c'est le dessin. Ouais. L'auteur a eu du mal à se trouver. Le chara-design du début du manga, il est assez particulier. Je saurais pas Mhm. dire pourquoi. Euh, faut feuilleter, aller chez votre libraire, feuilleter le début, vous vous rendrez compte sur les 5-6 premiers tomes de ce que c'est. Sachant que, une des seules interviews que Hara a fait, il a expliqué que vers le tome, je crois que c'était 8 ou 9, juste avant l'arc de Bayou, les gars, si vous voyez c'est quel arc, il a pris Oui. en gros, il a pris des cours de dessin pour justement s'améliorer et donner ce que ça a donné par la suite. Donc Ouais, tu m'apprends honnêtement, quelque chose. vous arrêtez pas au premier Ok. tome, ça sert à, enfin, foncez, lisez au moins les 10 premiers, puis vous verrez. Et en qualité, bah oui, c'est vrai que le début c'est très shonen, c'est pour ça que je pense que c'est facile de rentrer dedans. On peut, Mhm. Enfin, vous allez pas être perdu, quoi. Il y a un héros, il a un but au début. Il y a des ennemis, puis voilà, quelques petites péripéties, et on est loin du truc un peu historique, un peu guerroyant qu'il y a dans la suite. Mais c'est vrai que si vous êtes réfractaire à la guerre, enfin moi personnellement, j'étais assez réfractaire à tout ce qui était grande stratégie de guerre à l'épée. Et pourtant, Kingdom, ça m'a fait kiffer de ouf en fait. Je saurais expliquer pourquoi, ça vous prend aux tripes. Et je me suis retrouvé plusieurs fois, vers le tome 30 et quelques, à limite gueuler dans mon lit en lisant le manga, quoi, avec Shin. Ouais, pareil, pareil. C'était. Non, il y a 2-3 moments, bon. Ah oui. J'étais limite le bras en l'air, j'avais envie d'y être, quoi, sur Ah, le mais champ de moi aussi, ouais. bataille. Ah, tellement. Très bien. Eh bien, alors si vous voulez pas être spoil, je pense qu'il va falloir quitter le podcast maintenant. Je suis désolé pour vous, mais si ça vous dérange pas d'être spoil, on va attaquer la review du premier tome. À peu près 5-10 minutes par tome, je pense, tranquillement, pour revenir sur les événements marquants. Et je vais commencer, tiens, pour ce tome 1. Donc on commence avec, franchement, le début, il est assez particulier parce que c'est un début qui nous montre la fin de Kingdom, en fait. Les 2-3 premières pages nous montrent un général qui s'appelle le général Lee. On apprendra plus tard après qui est ce général avec une certaine épée, qui devient le plus grand général sous les cieux de la guerre de Chine. Et directement après, on arrive en 245 avant Jésus-Christ, donc vers la fin de la période des royaumes combattants, pour ceux qui sont un peu férus d'histoire, pour commencer l'histoire dont Clément a parlé tout à l'heure, avec les deux enfants qui sont paysans, voilà, qui s'entraînent à l'épée tous les jours.
Et ça, c'est assez particulier parce que je sais pas si vous vous rappelez de cette espèce de grande planche où on voit. Alors, les deux personnages principaux s'appellent Shin et Yu au tout début. Je sais pas si vous vous rappelez de la planche où on voit Shin et Yu qui sont tous les deux sur une grande page avec des espèces de motifs Oui, en oui, je mode. vois Ah oui. totalement. Cette page, elle est marquante parce que. En fait, moi, je m'attendais à ce que quand ils évoluent dans le manga, ou du moins dans cet arc, ils reprennent un peu ce côté. Alors, je sais pas si c'est un côté ethnique de Chine ou par rapport aux esprits ou autre, mais je m'attendais à voir de ça plus loin et cette planche fait un peu peur. Elle me fait penser un peu à tout ce qui est The Grudge. Je sais pas si vous voyez avec le petit gamin là, le film d'horreur. Oui, je vois, je vois. Ce genre Fait, ouais. ce genre d'influence, ça me fait un peu penser à ça. Mhm. Et je pensais qu'en fait, on allait suivre leur vie sur un très court moment. Et finalement, non. Il faut savoir que Kingdom, ça s'étale sur combien 30, 35 ans, un truc comme ça. Donc c'est assez énorme. Est-ce que vous vous rappelez de quel âge ils ont au début, les deux? Je pense pas que ça soit précisé. Pour préciser, ouais. Je me demande si c'est pas précisé à la fin, parce que je crois qu'à un moment donné, on a l'âge de Heisei, qui est un personnage qui arrive après. Ouais, il me semble qu'il est sur sa 13e année, Heisei, donc Donc il doit avoir ouais, 12, 13 ans. De toute façon, c'est la mode hein, au Japon de faire des récits où les persos à 12 ans, ils vont sauver le monde. Euh, perso à 12 ans, je jouais avec mes crottes de nez et au Power Ranger. Mais c'est pas grave. Donc après leur entraînement, on va voir un homme qui s'appelle alors, les prononciations c'est des noms chinois. Alors moi faut pas vous demander, mais c'est Shobun-kun. Shobun Kun qui va demander à Yu de l'accompagner au Palais Royal pour une mission secrète. Et je vais laisser Clément continuer pour ce tome 1, les événements qui suivent. voilà. Ensuite, voilà, Yu est emmené par Shogun-kun au palais, et Shin, au début, va être un peu surpris, mais il va quand même continuer de travailler pour poursuivre son rêve, ainsi qu'avec Yu, voilà, leurs rêves de devenir généraux. Et un peu de temps passe, et un événement assez surprenant va arriver, puisque juste avant, on apprend qu'au Palais Royal, il y a un conflit interne, voilà, une sorte de conflit dans lequel il y a le demi-frère du roi, qui essaierait apparemment de prendre le pouvoir. Donc voilà, et justement, à ce moment-là, Yu est au palais, donc Shin est un peu inquiété. Et c'est là qu'un événement assez surprenant pour un début de manga arrive. Un soir, on voit Yu revenir, gravement blessé, là où il habitait avec Shin. Voilà. C'est Et assez. c'est là que les choses commencent à se corser. Ouais, enfin, alors là, on va parler vite fait, mais ce moment-là, je sais pas ce que vous en avez pensé la première fois que vous l'avez lu, mais moi, je trouvais ça surprenant que ça soit Yu qui soit aux portes de la mort et que ça soit pas Eisei, en fait, ou un autre personnage. Bah, théoriquement, Elsei, on n'était pas censé le connaître à ce moment-là. Moi, je pensais qu'on allait être plus dans une histoire cliché où Shin aurait eu le temps de se rendre au palais pour sauver son frère, enfin, son frère Ouais. de cœur. Mais non, là, contre toute attente, bah, Yu revient mourant dans les bras de Shin. Ouais, c'est vrai que ça contraste avec le tout début, parce que enfin, moi je voyais ça un peu comme un. Je savais pas que c'était un shonen au début, je voyais ça un peu comme un shonen, et même le développement au tout début, ils se battent, ils veulent devenir les rois et tout. Et je pensais qu'ils allaient être rivaux, en fait, pour la suite du récit, que les deux allaient grimper les échelons plus ou moins en même temps, Carrément. mais qu'ils allaient tous se tirer un peu vers le C'est haut. vrai que le du manga veut que ça, qu'ils évoluent ensemble, qu'ils soient rivaux, et qu'à la fin, bah, tout se passe bien, mais non. Ouais, 2 pages et après, son frère meurt. il faut savoir qu'en C'est ça. plus, enfin, Shin, il aura pas de rival avant très longtemps dans le manga. Si je dis pas de bêtises, Ouais. les rivaux, sans vous dire qui sont, ils arrivent au volume 18, 19, je crois, dans ces eaux-là. C'est à Ouais, peu à peu près ça, près. oui. Donc il a pas vraiment de repère au début. Et je pense que c'est là que ça sort de la construction un peu shonen, seinen de base. C'est que bah, il a pas de but en fait, Shin. Il a juste. Enfin, il a son but personnel, mais il a pas de guide, il a rien qui va l'aider à gravir les échelons en fait. Et il va devoir tout faire lui, tout seul. Et je trouve que c'est assez impressionnant de commencer un récit par ce genre de choses, personnellement. C'est vrai. Si on prend l'exemple, par exemple, de One Piece, Luffy, son rêve, c'est devenir le roi des pirates, et comment on devient le roi des pirates, tu trouves le One Piece. À titre d'exemple, et c'est le cas pour plein d'autres mangas. Mais Kingdom, lui, son rêve, c'est d'être le plus grand général sous les cieux, mais on sait pas comment. Et on sait pas c'est quoi être le plus grand général sous les cieux à ce moment-là. Ouais, bah juste après, il va remonter une petite carte que Yu lui aura laissée.
et il va tomber sur un. Donc là, il va tomber sur la copie de You, en fait, dans une petite cabane. Alors moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai directement compris que, vu qu'on parle de politique et qu'on a vu pas mal de séries, etc., mais j'ai compris que c'était que You avait servi seulement de doublure. Et qu'en fait, Ouais, la personne qu'on a vue, c'était pas You. Parce que il nous le dit pas direct que c'est Aisei. Il y a je crois qu'il y a quelques pages où les deux se parlent un peu et où on nous laisse un peu l'espoir que ça soit You, qu'il y ait un deuxième You en fait, qu'il ait un frère jumeau ou quoi. Pas du tout en fait. Vous savez, c'est cette espèce de petite légende urbaine qui dit que quelque part sur Terre, quelqu'un vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais C'est ça. là, là, on a exactement cette représentation. Et juste après, donc la personne dans la cabane veut dire que c'est Aisei, donc le fameux prétendant au trône. Et donc là, on comprend toutes les machinations politiques, en ouais, fait, à c'est ce ça. moment-là du tome. Et moi qui pensais qu'on n'allait pas avoir de politique, bah, dès le début, on nous balance un peu ça, l'histoire des doublures. Mais juste, et c'est là que je trouve que ça fait encore plus shonen. C'est que juste avant de rentrer dans les détails politiques, on a le premier gros combat de Chine. Et sa rencontre avec Ten, je crois que c'est au même moment, qui est Ouais, un petit bonhomme dans une espèce de. C'est un déguisement de chouette. ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Moi j'ai trouvé ça mignon au début. Je me disais, tiens, lui, ça va être un bon personnage, le petit bonhomme dans son truc de chouette là. Ouais, son déguisement, il est marrant. Et après, on a le premier combat. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce premier combat de Shin, qui est du coup un peu son premier réel adversaire, vu qu'il s'est jamais vraiment battu avec une vraie épée avant. Moi, franchement, j'ai trouvé ça impressionnant parce que son premier adversaire, donc c'est on va dire un assassin appelé, enfin qui fait partie des Brutes écarlates. Donc il est présenté comme un adversaire quand même de taille supérieure à Shin. Et pourtant, Shin, par sa propre volonté, va réussir à le surpasser, à gagner ce premier combat. Et ça montre que la mort de Yu et les espoirs que Yu a placés en lui, ça lui permet vraiment d'avancer. Et on le verra, ça le permettra vraiment d'avancer très loin, on va dire, dans l'armée, quoi. Enfin, c'est un bon. Franchement, c'est un combat. Le premier, il est assez rapide, mais il passe plutôt bien. Ouais, Et ensuite, on a la fameuse explication sur la politique de la Chine. Donc, on va vous épargner les détails, hein, mais on a toute une explication de quelques chapitres jusqu'à la fin du tome sur comment la Chine, enfin l'état de Qin. D'ailleurs, on dit pas Qin, on dit Qin. Et ça, ça, je savais pas. et ça, c'est marrant parce que c'est Chine dans l'état de Qin qui doit conquérir la Chine. C'est vrai. Et je trouvais ça assez marrant quand j'ai appris ça. J'ai regardé 2 3 petits documentaires. En gros, on apprend que voilà, t'as un roi, t'as 2 chanceliers qui sont un peu les personnes qui vont choisir un peu à la place du roi. Et après, tu as toutes les familles régentes. Bon, c'est un principe de hiérarchie concrètement, hein, qu'on retrouve dans plein de récits. Le roi étant souvent assez jeune dans ce genre de récits et de romances historiques. Bon, on a, on a l'habitude d'avoir ce genre de choses. Et donc derrière, ils vont partir à 3 avec Karyoten, ouais c'est ça, Karyoten Eisei, pour rejoindre un endroit où Shobun-kun serait censé attendre. Et juste avant la fin, on a un tout petit passage sur un personnage qui s'appelle Uki. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la première fois que j'ai vu ce perso, je me suis dit, lui, c'est le boss de fin. Je sais pas C'est si vrai tu veux, qu'il si c'est tu veux vrai en qu'il en parler, impose, Brian. ouais. C'est vrai que la première fois qu'il est apparu, moi, je le sentais pas, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Enfin, s'il est censé servir son pays, pourquoi il se retrouve dans ce pays même et pas aux frontières le défendre, justement? Et du coup, je me suis demandé si, à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que les généraux ne sont pas des armes politiques plutôt que des boucliers servant à protéger leur pays? Ouais, c'est vrai qu'on se pose la question à ce moment-là, pourquoi, enfin, les choix de chacun, mais surtout que c'est une petite période de transition, enfin, il passe d'un roi à un autre, je crois que c'est juste 6 mois avant, un an avant, c'était le décès de l'ancien roi. Et on apprend très rapidement que Wookie était justement une des forces de ce roi. Mais on le voit comme un méchant, parce que déjà, il a un chara-design. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, je trouve qu'il est très moche. Et pourtant, c'est un de mes personnages préférés. C'est assez paradoxal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il a un design assez particulier. Faut dire ce qui est, il est moche. Ouais. De toute façon, la plupart des généraux, même enfin, il y en a très peu qui sont beaux visuellement. La plupart, on voit que c'est des brutes de guerre. Ils ont tous un Ouais. peu un charisme à leur façon. Mais c'est vrai que le chara-design de la plupart des persos, on le verra plus tard dans d'autres arcs, mais il est assez particulier. Et il y a des moments où il faut s'accrocher un peu, hein. On va pas se mentir.
Ouais. C'est vrai, mais personnellement, je trouve que c'est ce qui fait la force de ce manga. Les personnages sont moches pour la plupart. Si je prends Uki, par exemple. Ouais, Ah, excusez-moi, j'ai cru qu'il avait une coupure. non, t'inquiète. Du coup, les personnages sont moches, mais en pleine bataille, lorsqu'ils chargent, vraiment, je les trouve effrayants. Ouais, Enfin, il y a personnellement. une aura qui se dégage de chacun des persos, quoi. Ouais, exactement. Il y a un truc qui en ressort. Très bien, bah du coup là c'était la fin du tome 1. Je sais pas ce que vous en avez pensé du tome 1, mais perso c'était un bon tome introductif. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome 1. On comprend un peu vers où on va. On a le but, donc on sait qu'Aisei va devoir aller reconquérir son trône. On sait pas comment il va faire. On a quelques personnages. On a un petit début de trio là, Karyoten, Shin et Aisei, qui nous fait penser un peu au trio de Shonen. Je sais pas si vous voyez du Big Three de l'époque, tous ces petits trios du début là. Oui, non, mais c'est totalement présenté comme ça. Mm. Et voilà, moi perso ça m'a beaucoup plu. Donc après on commence le tome 2 avec un autre combat, cette fois contre un assassin qui est aussi... Enfin, il se déplace à pas de loup, je crois. C'est Muta, si je dis pas de bêtises. Oui, Muta. Mm. Qui est encore une fois, en fait, j'ai l'impression que chacun des... Dans ce tome 2, on a plusieurs combats, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, enfin, le méchant, la personne que Shin va combattre est présentée comme le meilleur. C'est vrai. Exactement. C'est vrai que pour l'instant, le manga est écrit comme ça. Mais le combat contre Muta, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est là qu'on a appris que justement, un combattant, ce n'est pas que par la force. Car Elsei, après son discours à Shin, lors du combat, a su totalement lui redonner les forces nécessaires pour le vaincre, alors que Shin était parti perdant. C'est vrai que dès le début, enfin, un truc qui est fort dans Kingdom, et ça, je pense qu'il faut qu'on mette un mot dessus, c'est la façon qu'ont les personnages de s'entre-motiver et de motiver également le lecteur à se surpasser. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec le discours de Sei, Shin il a réussi à briser un peu la barrière psychologique qui l'empêchait de vaincre Muta, et après ça, il a fait des merveilles, hein, il a réussi à le battre, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment une force du manga, je trouve. Il y a plein de moments, on verra ça plus tard, mais où quand il y a ce genre de discours, alors je vais faire un petit parallèle un peu foireux, mais vous avez tous les deux vu l'Attaque des Titans en anime. Ouais. Oui, Est-ce que vous voyez les deux trois moments où Erwin prend la parole? Ouais, je vois exactement. c'est la même chose. Voilà, bah, j'ai un peu ressenti ça sur Kingdom, mais là où Erwin, dans le manga, j'ai pas ressenti ça, et par contre dans l'anime, j'avais envie d'être Sasageyo, enfin main sur le cœur, je voulais aller me suicider contre des titans. Ben là, j'ai ressenti la même chose, mais sur des planches papier avec juste des petites bulles de texte. Je voulais crever pour essayer. J'étais prêt à me lever et à y aller, quoi. Remplacer Shin s'il le fallait. Enfin, je trouve ça impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec ça. Ouais, carrément, carrément. Ensuite, le tome avance. Bon, on a encore on a un petit flashback sur comment est-ce qu'ils se sont échappés du château avec Yu et Issei et Shobun-kun, etc. Cette fois, on voit que Uki connaissait Shobun-kun d'avant. On voit pas la fin du combat, donc enfin personnellement à ce moment-là, je pensais encore que Wiki c'était un méchant, enfin un méchant, que ça allait devenir un méchant. Et ensuite le tome avance et on nous présente donc la petite cache et on nous présente un petit peu sur toute la fin de ce tome 2 l'introduction de la relation politique entre l'état de Qin du coup et les hommes des montagnes. Je sais pas si, enfin Brian, je sais pas si vous nous en parlez un peu de la fin de ce tome 2 et de ce début de relation entre ces deux clans. Personnellement, c'est un moment où moi j'ai failli décrocher. Par exemple, tout l'arc avec l'introduction des hommes des montagnes, personnellement, j'ai pas accroché. C'est là que je comprends pourquoi certaines personnes n'ont pas réussi à continuer le manga, de mon point de vue. Bah, c'est vrai qu'on est un peu en décalage avec ce qu'on nous a montré avant. C'est ça, et surtout que de base, quand quelqu'un nous parle de Kingdom pour la première fois, il nous en parle comme un manga avec des scènes de bataille incroyables. On lit le premier tome, on a un petit côté shonen qui a l'air pas mal, et après on tombe sur quelque chose de totalement différent avec un aspect politique, avec des relations diplomates, etc. C'est compliqué, le début est compliqué. Et puis c'est des relations politiques avec des... Enfin, ils sont présentés comme des sauvages, les hommes des montagnes. Donc nous, Ouais. on s'imaginait des grands généraux, des nations entières se battre. Là, on se retrouve avec trois Pékins torse nu dans les bois, avec un slip en guise d'épée. Enfin, c'est un peu... enfin, moi, personnellement, quand j'ai lu la fin de ce tome 2, j'étais un peu en mode, où est-ce qu'il nous emmène?
Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, Clément, mais enfin, moi, j'ai un peu ressenti ça comme ça. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu intrigué. Moi, non, franchement, moi, j'avais hâte de voir un peu ce qui allait se passer ensuite. En plus, on nous présente la fin. Alors, parlons un petit peu graphisme. Le chara design peut être un peu compliqué, mais les dernières planches de ce tome 2, quand ils arrivent dans la ville du peuple des montagnes, je trouve qu'elles sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez ces deux, trois planches là, où on voit toutes les bâtisses dans les murs, dans les falaises. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, surtout que les sauvages, et même les protagonistes, Shin et Kaioten, ils s'attendaient à avoir des vieilles huttes dans la cambrousse, et au final, ils se retrouvent avec une cité fortifiée dans les montagnes. Et ouais, la planche est incroyable, franchement. Et franchement, ça annonçait du lourd à ce moment-là. Mm. Donc voilà, on en a fini pour le tome 2. Un tome qui finalement était assez rapide, parce que le combat du début dure assez longtemps. Après, il y a toute une partie où il se balade à droite à gauche avec deux trois flashbacks. Puis on finit avec le tome, enfin tout le début du peuple des sauvages, enfin, du peuple des montagnes, pardon. Et finalement, ça passe assez vite, mais enfin, personnellement, ce tome 2, j'ai pas trouvé qu'il s'est passé énormément de choses. Contrairement au tome 1 qui va à 200 à l'heure, je trouvais que c'était un tome qui était beaucoup plus posé, qui prenait plus le temps de nous expliquer. Mais une fois qu'on le finit, on a quand même un petit peu envie de savoir la suite. On a envie de savoir qui est ce roi des montagnes qui avait réussi à faire plier un roi, le roi de Chine à l'époque, et qui fait tant peur à tout le monde, parce qu'il y a ce côté où les gens n'ont pas envie d'aller dans les montagnes parce qu'ils ont peur de ce peuple-là. Ouais. Et du coup, ouais, ce tome 3, personnellement, je l'attendais. Et je sais pas si Brian, tu veux nous parler du début du tome 3, si tu t'en Oui, rappelles. juste le temps que je récupère mes notes. Du coup, je vous laisse continuer, j'arrive tout de suite. Ouais, bah le tome 3, avant que Brian reprenne la suite, il commence sur bah, les héros sont en prison. Et Mhm. bon, là, s'ensuit quelques pages où on comprend pas trop ce que dit le peuple des montagnes. On a une très belle planche, si vous aimez les beaux dessins, de Yotanwa, donc le roi des montagnes, avec un masque, etc. Je sais pas si tu vois la page où je parlais, Clément, Oui, justement, j'ai trouvé ça avec... vraiment Ouais, je vois, impressionnant. ouais. Enfin, Ouais, il y a quand même il y a un truc qui se dégage. On est là, on a eu Ouais. Uki deux tomes avant où on s'est chié dessus quand on l'a vu. Là, on tombe sur Yotanwa, pareil, on se chie dessus quand on le voit. C'est quoi la prochaine étape, quoi? mais à ce moment-là, on se demande en fait comment ils vont le convaincre. Déjà qu'on voit que le dialogue passe pas avec les barbares. On Ouais, voit c'est vrai. quelqu'un de beaucoup plus grand, de dessiner de manière beaucoup plus grand qu'eux, beaucoup plus impressionnant. Et même le masque, il est impressionnant, il fait peur. Et il me semble qu'il y a des tigres à côté aussi. Enfin, tu dis, enfin, cette personne, on peut pas parler avec elle. Ouais, il est assis sur un tigre et il y a trois loups à ses pieds. Ouais, ça, on jette. Des loups qui font taille humaine, hein, évidemment. Ouais, tu le disais de toute façon tout à l'heure, Brian, les proportions dans le manga sont très exagérées. C'est-à-dire qu'une personne avec de l'importance va paraître extrêmement grande et Mhm. imposante, là où une personne sans importance paraîtra toute petite enfin, un peu nulle, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils paraissent tous grands, sauf Shin. Shin, au début, il C'est paraît vrai. petit, il paraît insignifiant, alors qu'il vient de se débarrasser d'un assassin reconnu dans tout le pays, du chef d'une bande de pillards. Enfin, et c'est marrant de voir cette scission un peu entre les deux mondes. Et d'ailleurs, je me suis souvent posé la question de ce rapport d'échelle. Est-ce que c'était pas aussi par rapport à la vision des gens? Genre, la personne est très grande, elle est très forte, et toi, tu te sens tout petit face à elle, tu vois, tu te sens un peu minus. Je Ouais, pense c'est que ça. c'est ça, justement, ça retransmet bien la notion d'esclave de Chine. Chine est un esclave, dans ce monde, il est personne. Et du coup, il est dessiné tout petit. Et c'est la même chose qu'Elsaï. C'est un roi reconnu, non reconnu. Et il est dessiné tout petit alors qu'il est censé être très important. Ensuite, bon, enfin, oui, effectivement, mais on avance un peu, et là, on tombe sur le premier moment en trois tomes, on n'a jamais eu de discours comme ça, où Elsei explique enfin ses motivations. Il veut devenir le premier roi à unifier la Chine. C'est dans ce but que je suis devenu demander de l'aide au roi des montagnes. Et là, on a une planche qui est magnifique, avec des yeux beaucoup trop gros pour Elsei, mais c'est pas grave, on pardonne à Hara, où on a la première représentation graphique de l'aura que dégage un peu Heisei sur les gens qui l'entourent en fait. Et ça, c'est un truc qui va être repris ultra régulièrement dans le manga. On a vraiment Mhm. l'impression que dès le début, Heisei, on sait où il va, on connaît ses convictions,
Et personnellement, dès le début, je crois en sa réussite, en fait. Ouais, exactement, surtout que c'est un personnage assez jeune, il a 13 ans, il me semble. Pourtant, on voit qu'il a déjà la stature d'un roi et qu'il est prêt à faire tous les sacrifices pour atteindre son objectif, quoi. Effectivement. Et Shin le rejoindra un peu dans cette aura derrière, qui lui, son objectif, c'est de devenir le plus grand général. Donc on explique, je crois que c'est au début, fin du tome 2, début du tome 3, qu'il pourra pas le devenir tant qu'il aura pas des terres, en fait. S'il n'est pas Ouais, c'est noble, ça. il peut pas augmenter de rang dans l'armée. Et, euh, Mhm. et donc son but, ça va juste de devenir noble. Et pour être noble, il le dit clairement à Essay, il veut juste l'aider à reprendre le trône. Et en récompense, Essay lui filera une petite parcelle de terre et ensuite il pourra faire ce qu'il veut. Et donc suite à ce discours, il arrive à convaincre Yotanwa de le suivre. Et donc là, on a quelques flashbacks. On a une petite partie avec Seikyu, donc qui est le demi-frère de Yu en ville, pour voir un peu ce qui se passe là-bas. On se rend compte qu'il est assez nonchalant. Alors là, on va parler du personnage. C'est la première fois qu'on le voit. Et moi, il m'apparaît comme quelqu'un de super pitoyable, en fait. Il m'apparaît pas comme un ennemi. Je sais pas si vous voyez comme ce. Alors j'ai oublié son nom. Le. Dans Le Seigneur des Anneaux, le conseiller du J'ai pas roi, vu. là. Le Je me mec souviens plus de langue son de nom. vipère, là. Il me fait exactement penser à lui, genre. Il a aucun charisme, le personnage, au début, je trouve. Il a l'air méchant, mais il a l'air pitoyable. On se dit pas qu'il a. Enfin, personnellement, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'il y a une couille avec lui, c'est pas lui qui va. Non, il y a autre chose. C'est Wookie qui tient les ficelles. Enfin, il y a forcément autre chose, alors qu'en fait, pas du tout. Et je trouve que. Enfin, moi, personnellement, ça m'a un peu dérangé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce personnage. De toute façon, le personnage est écrit pour perdre. Enfin, on sait qu'il va perdre. La réponse maintenant, c'est question. Excusez-moi. La question maintenant, c'est comment il va perdre. Comment elle sait il va réussir à Ouais. récupérer le trône. Et on constate aussi qu'en fait, Seikyu, du coup, son pouvoir prend le contrôle sur lui. Enfin, il veut le trône, mais il ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il va en faire. Et du coup, il perd un peu la tête et c'est un peu manipulé par le chancelier de gauche, Shuketsu, il me semble. Hmm, c'est ça. Et donc, juste Ouais. avant de. Après, ils vont partir à la capitale. Et là, on a on a la première grosse révélation de Kingdom. L'identité du Otanwa, juste avant de partir. Qui en fait n'est pas un roi, mais une reine. Et là, faut qu'on parle des Et personnages féminins parce que. Il y c'est en vrai que a. c'est surprenant, hein. Déjà, c'est assez surprenant. De plus, parce que c'est un peuple que nous, on voit comme des barbares. Plus tard, dans le tome 3, un de ces hommes je sais pas, Baggio qui l'explique, c'est qui? Je sais même plus, un mec lambda, je crois. Qui explique qu'en fait, être une reine, c'était mal vu à la base, mais que juste par sa hargne, sa prestance et des actions qu'elle a pu faire, en fait, elle s'est hissée là-bas, c'est totalement naturel, et finalement, tout le monde s'est agenouillé devant elle. Et ça, je trouve ça bien pour un manga qui est historique, pour une période qui traite de guerre, donc une période où on peut s'attendre à n'avoir que des hommes, que des généraux, que des rois, enfin un truc très très viril. Mais là, on a une première présence féminine et une présence très importante, surtout pour la suite du récit. Mais Mhm. je sais pas, enfin, Brian, comment tu l'as vu toi cette révélation? Personnellement, ça m'a marqué parce qu'il me semble que c'est aussi le premier personnage féminin du manga. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de Ouais. personnage féminin avant. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Et je trouve que quand tu la vois autour de tous ces barbares, tu dis, enfin, c'est pas n'importe qui. Est-ce que ça va être la solution pour récupérer le trône? Ça sera à voir plus tard. Mais t'y crois. À ce moment-là, tu te dis, t'y crois. Enfin, si quelqu'un comme ça a réussi à conquérir le royaume des montagnes, elle va pas avoir de mal à battre le chancelier de gauche. Exactement. Après, bon, le tome se termine. On a le début d'une petite stratégie pour rentrer dans le palais. Il y a la renaissance de l'alliance entre le peuple des montagnes et Aïssé qui leur promet du coup de renouer un peu ce qui avait été fait avec son grand-père, je crois, d'avant, donc l'ancien roi. Ils attaquent et là on est reparti sur un truc très shonen à base de discours, de petits combats, chaque personnage va se surpasser. Et fin du tome 3, on peut enchaîner avec le tome 4 qui est du coup l'avant-dernier tome de fin de cet arc.
Et ce tome 4 commence par une espèce de mise en abîme du peuple des montagnes qui rentre dans le palais avec Shin. Il y a un gros combat, encore une fois, contre un adversaire qui est vu comme le meilleur. Alors, j'ai plus son nom. Je sais pas si vous l'avez. Saji, Sa- Saji. Saji, voilà, qui est vu aussi comme le meilleur épéiste de Chine. Encore une fois, hein, on est là, notre héros, il affronte que les meilleurs des meilleurs. Enfin, le récit, en tout cas, veut que ça soit les meilleurs des meilleurs. Mhm. Est-ce qu'il va être arrêté à un moment donné? Enfin, moi, à ce moment-là du récit, je me dis, mais il va jamais perdre. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un intérêt à suivre le récit ou pas? Et bizarrement, avec le découpage, les petits dialogues, les petits personnages secondaires, etc., bah, j'ai envie de savoir, tu vois. Je sais qui va gagner, mais je m'en moque. J'ai envie de savoir comment. Ah, mais Et c'est ça, parce que surtout, c'est pas classique, parce que par rapport à un shonen Neketsu du style Naruto, enfin, pour l'instant, on l'a pas forcément vu s'entraîner depuis le début. On le voit, enfin, il a fait des combats avec Yu, mais depuis le début où il a commencé son aventure, il a battu chacun de ses adversaires. Là, c'est vrai que c'est surprenant, quoi. ouais, Brian, t'en penses quoi? Bah, à ce moment-là, en fait, je me dis, est-ce que ce manga n'est pas écrit pour le peuple chinois? Pourquoi? Parce que du coup, Ouais. dans l'histoire chinoise, on sait que Elsei n'a jamais perdu. Du coup, nous, on n'est pas censé savoir à l'Occident. Mais en fait, la question, c'est pas est-ce qu'il va gagner, c'est comment il va gagner ou quand il va gagner, en fait. Car théoriquement, on est censé savoir qu'il va gagner. Enfin, à aucun moment, il est censé perdre. Ouais, bah, on en revient encore une fois à l'esprit ultra shonen du début. Qu'est-ce qui fait Ouais. que One Piece, Naruto, Bleach, My Hero Academia, etc., dès les premières pages, on sait que Luffy deviendra le roi des pirates, on sait que Naruto deviendra Hokage, on sait que Deku deviendra le plus grand des héros, et pourtant, vu que c'est des shonen, on a quand même envie de suivre les péripéties, on veut savoir comment en fait, on veut connaître leur histoire, Ouais, exactement. et c'est fou. Enfin, pour un seinen, je trouve que le début, il est assez osé, parce que c'est vendu comme un seinen, c'est vendu comme un manga de guerre, de bonhomme, entre guillemets. Enfin, c'est vendu comme un truc très agressif, en fait. Et on se retrouve avec ces 4 premiers tomes qui sont extrêmement shonen, même trop shonen, peut-être. Peut-être que c'est pour ça que les gens ont décroché. La promesse d'un récit ultra mature, je trouve qu'elle n'est pas vraiment là au début. Il y a tout le côté politique qui nous fait pas non plus nous dire qu'on est devant un shonen à 2 euros, mais je trouve qu'on est encore loin de ce qui arrivera par la suite, à ce moment-là. Ouais, carrément. Et ensuite, bon, on a le tome qui se déroule tranquillement. C'est beaucoup de combats, ce tome-là. Bon, pourquoi pas? Enfin, honnêtement, moi, c'est pas un tome qui m'a marqué, à part la fin, où en fait, à la fin, on a un adversaire qui, pour le coup, la première fois que Shin, enfin, que Shin, c'est, on peut compter ça comme une première fois où Shin va échouer. Il va pas réussir à battre cet adversaire qui est Rankai. Je sais pas comment prononcer son nom. Il va pas réussir à le battre. Et c'est là qu'on va voir du coup l'origin story un petit peu de Baggio, qui va être qui est le sous-lieutenant de Yotanwa dans le peuple des montagnes. Et alors là, moi j'ai fait une petite note. Je trouve que son origin story, elle ressemble très étonnamment à celle de Kenpachi Zaraki dans Bleach. Alors toi, je sais Clément que tu n'as pas lu Bleach. Ouais. Brian, as-tu lu Bleach? Non, j'en ai plus le souvenir et j'ai repris que très récemment, du coup, j'en suis pas à là. Et moi, je pense. Ouais, d'accord, bah, alors, je vais pas trop vous spoiler, mais concrètement, je pense que Bleach a un peu copié sur. Enfin, copié. C'est fortement inspiré de Kingdom pour son côté enfant bête, sans famille, finalement sans éducation. Il savait même pas parler, juste il se battait pour survivre, il tuait des gens par simple plaisir. Et un jour, bon, dans Kingdom, c'est Yotanwa, une personne est arrivée, s'est battu contre ce fameux enfant qui était imbattable, l'a battu, et cet enfant, du coup, lui a voué c'est pas un culte, mais lui a voué fidélité pour toute sa vie. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour Kenpachi. Alors, ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous dis pas avec qui, pourquoi, comment, etc. Hein. Sait-on jamais, mais je trouve que ça ressemble beaucoup. Et encore une fois, on en revient au délire shonen. Hein. Et grâce à Baggio, finalement, Shin arrive à battre Rankai, enfin, du moins à battre, à lui asséner un coup. Ce qui fait qu'encore une fois, finalement, il n'échoue pas. Et fin du tome 4,
Alors, Clément, t'as pensé quoi de ce tome 4, toi, à la fin? Franchement, moi j'ai bien aimé, surtout que j'ai été assez hypé par l'action de Shin à la fin, quand même on peut le préciser, qui a été effectuée grâce à Eki. Parce que c'est vrai que Eki, depuis le début, c'est un peu un personnage secondaire, on ne lui accorde pas trop d'importance, mais à la fin, il aura sa petite utilité en faisant évoluer Shin dans sa technique de combat, quoi. C'est vrai que Eki, c'est typiquement le type de mec où on disait au début qu'il il a l'air petit, en fait. Ouais, Et ce qui est marrant, c'est que contrairement à tous les personnages qui, plus le manga va avancer, plus ils vont prendre en stature et ils vont grandir et le découpage et tout fera en sorte qu'ils nous paraîtront immenses. Bon, Shin nous paraîtra toujours pas très grand vu qu'il restera à pied, enfin on verra ça plus tard. Mais Eki, il paraît encore plus petit. Et on a l'impression qu'il évoluera jamais alors qu'il évolue. C'est bizarre. C'est un personnage qui est très. Enfin, moi, je sais pas où le placer. Je sais pas si je l'aime, si je le déteste, si j'ai envie de le voir mourir, si j'ai envie de le voir vivre. C'est un peu particulier, je trouve, ce personnage de Eki. Et dans ses 5 premiers tomes, honnêtement, je le voyais mourir à la fin du tome 4, perso. C'est vrai que ça ne m'aurait pas étonné. Et c'est le, vrai. le- le fait qu'il survive, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve pas un peu bizarre. Après, on aura deux, trois petites explications, mais je trouve pas ça spécialement. Enfin, c'est pas. Après, vu que c'est, comme on l'a dit avant, c'est très shonen, c'est pas ultra surprenant qu'il survive à ce moment-là, honnêtement. On Mhm. a, on a déjà eu un mort au tome 2, bon, on en aura d'autres plus tard, hein. Il faut juste être un peu patient. Puis surtout que, on dit ça, mais juste avant, surtout le tome 4, le nombre de morts qu'il y a, enfin, la rixe qu'il y a à l'extérieur, là, entre les hommes des montagnes Ouais, c'est vrai. et les hommes du palais, il y a énormément de morts, et à l'intérieur, pareil, enfin, de toute façon, dans le manga, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui meurent un peu partout. Et finalement, bah, on commence le tome 5 qui va conclure l'arc et lancer celui d'après. Mais on va faire le tome 5 en entier, comme ça nous fera une petite transition pour le prochain podcast. Rankai se fait battre, le chancelier se fait tuer, et on a donc. Alors, comment il s'appelle déjà c'est Seikyu, hein, Ouais, stay cool. Oui. qui fuit. Et là, on a l'arrivée de Uki. Et on a. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette double page de Uki, parce que du coup, pour moi, c'est un des moments charniers du manga où je m'étais dit que c'était le boss de fin. Et cette double page où il tue le général de Seikyu d'une pichenette. Je sais pas si vous la voyez. Le coup est très. Le coup, Exactement. le coup a pas l'air puissant en fait. Contrairement à d'autres moments où les coups ont vraiment l'air ultra puissants. Là, Uki, on a l'impression qu'il le découpe. Enfin, on le voit. Il y a très peu de traits sur la page. Le fond est uni, le fond est blanc, le fond est Ouais. gris. Et t'as l'impression qu'il a découpé un mec qui est censé être super fort, mais comme ça, d'un claquement de doigts. Ouais, c'est vrai, surtout qu'on le voit sourire pendant son acte, donc ça veut dire, on dirait qu'il est en train de s'amuser, quoi. Ouais, et juste derrière, bah, on se rend compte qu'en fait, c'était pas le méchant. On en pensera ce qu'on veut. Pour moi, ça aurait été rigolo qu'il soit méchant pendant un peu plus longtemps, mais voilà, on sait qu'il va potentiellement rejoindre Essaye pour son objectif d'unir la Chine. Donc après, on a un petit affrontement entre Essaye et Seikyu. Essaye gagne. Il remonte sur le trône. Et juste après, on a une petite discussion entre Eki et Karyoten. Et là, on apprend. Alors, Brian, vas-y. Parle-nous de cette petite discussion entre Eki et Karyoten juste après. Entre Eki et Karyoten. Ouais, où on apprend la véritable identité de Karyoten. Bah, en fait, à ce moment-là, Karyoten est dans les vapes parce qu'elle s'est fait planter, justement. Et Eki, voulant la soigner, bah, retire ses vêtements et se rend compte que Karyoten n'est pas un petit bonhomme, mais une petite fille. Justement, elle lui demande de garder le secret parce que, du coup, son passé fait que bah, c'était difficile d'être une femme à ce moment-là. Et voulant suivre Chine, elle voulait lui cacher ça. Globalement, c'est ce que je retiens. Enfin, je trouve pas ça tellement important, surtout qu'on sait pas encore à ce moment-là si elle fait partie du peuple de montagne ou pas. Je pense pas que c'est dit. Si, si, elle dit que C'est vrai. ses parents viennent du peuple des montagnes. Mais en fait, je crois que c'est Baggio qui le dit, qu'en fait, c'est un peuple qui a été détruit par le peuple du Antonois. En fait, il y a eu une guerre, ils le disent dans le tome 4, je crois. Il y a eu une espèce de guerre civile. Et Yotanwa a complètement annihilé ce peuple-là. Et en fait, c'est une des dernières survivantes
Karyoten, mais ça, ils vont pas lui dire. Ouais, il le dit dans le tome 5, je crois, ouais. Et bah, finalement, c'est un peu. Voilà. On arrive à la fin de l'arc, toute la structure du récit. La petite promesse qui fait du bien au clair de lune, comme quoi ils vont conquérir la Chine à deux. Et là, on sait que c'est parti, en fait. Et juste après, bah, on a Shin qui enfin a des terres, donc qui peut prétendre à devenir soldat, etc. dans l'infanterie. Et on a le début de l'arc d'après, qui va être la première bataille, la première guerre de Shin avec les Go, donc un système d'attaque, de Ouais. défense concrètement chinois. Je pense qu'on expliquera ce système-là dans le prochain podcast sur l'arc d'après. Mais là où après on a des arcs de transition qui sont très découpés, là on passe directement d'un chapitre à l'autre, on passe d'un arc à l'autre, hein. C'est assez rapide et c'est là que je comprends pas pourquoi les gens ils ont décroché au tome 5 pour ceux qui ont décroché. Parce que justement, toute la deuxième partie du tome 5, on nous présente certains généraux, on nous dit que ça va être la guerre, on voit Shin qui arrive de l'infanterie, et là on a les premières images des nuées de personnes en fait. Des grandes guerres à 20 000 contre 20 000. Je crois que c'est même plus au début. Ouais, je crois que c'était au moins 150 000 soldats, je crois, l'armée de Qin. Ouais, donc c'est juste énorme en fait. Et on a ces premières images. Et le tome 5 se termine sur voilà, Shin en haut d'une colline qui voit la bataille, les nuées de sang. Et c'est fini quoi. On est là, on a fini l'arc, on est content. Bon, en résumé, Brian, t'as pensé quoi de cet arc? Je comprends que des personnes s'en sont arrêtées là, déçues de ce que devait être Kingdom selon eux, mais en fait, elle est nécessaire parce que c'est très contextuel. C'est vrai que ça peut paraître long, ça peut paraître très très long, mais je trouve que c'est nécessaire. Et vraiment, c'est intéressant, enfin, pour le peu qu'on peut s'y intéresser. Enfin, là, j'ai pas les mots sur ce que je devrais dire, mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas le meilleur arc, c'est même pas dans mon top 10 des arcs préférés, mais l'arc est cool. Ouais, puis il pose des bases pour la suite. On a besoin Exactement. ouais, on a besoin de ce genre d'arc pour ce qu'il y a après. T'en as pensé quoi, toi, Clément, du coup, de cet arc, en gros? Franchement, j'ai accroché parce que ça pose bien les bases au niveau, que ce soit au niveau politique et même au niveau des ambitions des personnages, je crois. Franchement, on sait où on va quoi, quand on finit cet arc. Franchement, moi, j'ai bien accroché. Avant de terminer l'émission, à ce moment, on va finir par une petite question à tout le monde et après on va conclure, je pense. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Euh, à ce moment-là de votre lecture, comment est-ce que vous imaginez la suite, l'arc à venir et ce qui allait se passer ensuite, si vous, enfin, sans vous être spoil évidemment, mais comment est-ce que vous voyez la suite, Brian? Personnellement, j'avais déjà vu sur Twitter, comme j'ai dit, des planches de grandes batailles. Du coup, je m'étais dit, enfin, je vais voir ce qu'on m'a promis. Et vraiment, j'étais hype et je m'attendais pas à ce qu'on va voir par la suite. Sûrement. Ça, je pense que personne s'y attendait. Ouais. Heureusement pour le manga d'ailleurs, c'est ce qui fait. Enfin, moi perso, c'est ce qui m'a fait acheter. Et toi, du coup, Clément, tu t'attendais à quoi pour la suite? Bah, moi, c'est vrai, je m'attendais aussi à des grandes batailles. Après, je pensais que quand même, bah, Shin, il avait plus galéré, on va dire dans ses premières batailles, mais on verra qu'il se débrouille plutôt bien. Et surtout, je m'attendais pas à l'introduction de beaucoup de personnages qui sont voilà, quoi, extrêmement charismatiques, hein. Ah, c'est vrai que c'est un bon résumé. Moi aussi, je m'attendais pas à autant de personnages par la suite. Je pensais qu'on allait, vu que le début faisait très shonen, je pensais qu'on allait avoir un groupe d'antagonistes avec un ou deux générales par pays. Et que voilà, on allait les affronter plusieurs fois, il y allait avoir des grosses guerres, des défaites, des victoires. Et je m'attendais vraiment, mais pas du tout, mais j'étais à des années-lumière de ce qui allait se passer ensuite. Ouais, à la fin de ce tome 5, j'avoue que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Est-ce que Shin allait s'en sortir sur un vrai terrain de guerre en fait? Mhm. Surtout qu'on a l'arrivée d'un nouveau perso qui moi m'intriguait un peu, c'est Kyukai à la fin du tome 5. Ouais. On sait pas trop qui c'est, bon, on va pas revenir trop sur ce perso, mais concrètement, voilà, le personnage est un peu masqué, voilé, il parle pas. Bon, moi je m'attendais un peu à Je me suis dit, bon, bah, sachant que Karyoten elle est pas avec eux, euh, et que Elsa y est restée au palais, il va lui falloir un nouveau trio, tu vois. Il va falloir un nouveau trio un peu shonen pour la suite. Je pensais que Kyukai allait être une des personnes
qu'elle est un peu suppléée au personnage qu'on avait vu avant. Bon, après, Ouais, je vois. à voir ce que ça a donné. Mais c'est vrai que ouais, je m'attendais. C'est vrai que je m'attendais pas à la suite, c'est le plus réaliste là-dessus. Est-ce que vous avez un Hmm. dernier mot avant de conclure cette émission? Un petit réseau social à partager, un petit mot sur Kingdom, etc. Bah, je me permets. Lisez Kingdom. Et pour ceux que ça intéresse, mon TikTok, c'est Brian-8 Dono, D-O-N-O. Ouais, alors sachant que les liens, je le dis pour ceux du podcast, si vous êtes sur n'importe quelle plateforme, dans la description du podcast en question, il y a le pseudo des deux invités, qui est logiquement Clément et Brian, si j'ai pas de bêtises, vos pseudos sont les mêmes sur Instagram et TikTok. Ouais. C'est Ouais. ça. Donc vous pouvez tout retrouver dans la description. Et toi du coup Clément, un petit mot de la fin. D'ailleurs, petite anecdote, faut savoir que Hara, donc le mangaka de Kingdom, a été un des assistants de Inoue pendant un certain temps, donc alors on peut dire qu'il a été à bonne école, quoi. Pour ceux qui savent pas, Inoue c'est l'auteur de Vagabond, Real, enfin voilà, et Slam Dunk, Ouais, qui sont trois chefs-d'œuvre, hein, on peut le dire, je pense. ouais, clairement. Voilà, c'est. On fera d'autres émissions sur Inoue, je pense. Là-dessus. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à partager le podcast comme d'habitude et à exprimer un petit peu vos attentes pour la suite des podcasts sur Kingdom et dites-moi ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao.